Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet, que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On se retrouve aujourd'hui pour parler des troubles alimentaires pédiatriques, plus communément appelés les troubles de l'oralité. Et pour décortiquer ce sujet qui mériterait un podcast à lui tout seul, j'ai demandé à Marie, orthophoniste et créatrice du site et du compte Parents Équipés, de répondre à mes questions. Le sujet a déjà été évoqué dans les épisodes sur la diversification avec une autre Marie, alias ErgoMums, qui est ergothérapeute elle. Je vous renvoie donc vers les épisodes 42 et 67 que je vous recommande vivement si le sujet vous intéresse ou vous concerne. Cette fois-ci, c'est donc aussi Marie, mais orthophoniste cette fois, et spécialisée dans les troubles alimentaires pédiatriques, qui va nous expliquer quels signes on peut déjà observer chez nos bébés durant la phase lactée, puis autour de la diversification et qui pourraient nous laisser penser qu'ils présentent des difficultés. Elle nous expliquera qu'est-ce que c'est que l'anéphobie alimentaire, cette phase normale que les enfants rencontrent, et comment faire la différence avec les vrais troubles alimentaires. On va aussi se demander ce qu'on peut mettre en place et les stratégies à suivre à la maison pour contourner les difficultés, éviter d'aggraver les problèmes et qui sait les régler si cela n'est pas trop installé. On se demandera bien entendu est-ce que c'est une bonne solution d'arrêter d'allaiter si notre bébé a des difficultés alimentaires et qu'est-ce qu'on fait quand on ne s'en sort plus. Bref, un épisode très riche qui, j'en suis sûre, vous aidera à vous aiguiller pour prendre en charge cette problématique si fréquente et pourtant encore trop peu accompagnée. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Marie, bienvenue dans Milkshaker. Hello, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc Marie, tu es la première orthophoniste qui débarque dans Milkshaker après 82 épisodes. Je suis ravie de t'interroger. On a reçu plusieurs fois Marie Ruffier-Bourdet, qui est ergothérapeute, et on sait que sur certains aspects, vos métiers peuvent se croiser. Donc, tu vas nous dire un peu aujourd'hui comment toi, tu vois les choses. Il y a des informations qui vont a priori se recouper avec celles que Marie a données, mais c'est des informations tellement importantes que moi, il me semblait important qu'elles soient éventuellement répétées aussi. C'est vraiment, ouais. Donc, toi, Marie, tu es la chef du compte Parents Équipés. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est que ce compte et qu'est-ce que tu fais dessus ? Ouais, avec plaisir. J'adore être chef, ça tombe bien. Alors écoute, moi, donc parents équipés, c'est venu du fait que à l'origine, je me suis spécialisée dans les troubles alimentaires pédiatriques en tant qu'orthophoniste, et puis j'ai pu m'installer en libéral. C'était trop cool, je pouvais faire plein de choses, plein d'activités. Je me suis des fois retrouvée par terre assise dans la rue en pleine canicule avec un patient et sa maman pour faire des jeux avec des bidots, etc. C'était trop cool. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que le revers de la médaille, c'était que je recevais 5, 10, parfois 15 demandes de bilan par jour et que je passais mon temps à devoir refuser, en fait, à dire non. Et j'ai très vite eu cette sensation de me dire, ok, bah, c'est trop cool, j'apprends plein de trucs, je peux aider plein de monde. Et en fait, en pratique, j'aide, allez, 30, 50 familles par semaine maximum. Et encore, même pas dans les troubles alimentaires, parce que je faisais d'autres choses. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, je vais écrire un petit carnet d'activités à remplir, un truc tout simple, en 5 minutes par jour, pour que les parents puissent démarrer ou compléter une séance, compléter s'ils ont déjà des séances en fait avec une ortho. Et puis ça permettra que les gens, soit qui sont en attente, soit qui veulent aller plus loin, puissent avoir accès à l'info, quoi.
Et ça a démarré comme ça, parents équipés, ça a démarré avec ce carnet d'activités que j'ai Ok. vendu sur un site que j'ai créé. Et puis ensuite, il y a eu des réseaux sociaux, et puis des formations en ligne, et puis plein de partenariats et d'échanges avec d'autres créateurs. Et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, et c'est trop cool. Ouais. Bon, super. J'en profite pour dire, parce qu'il y a pas mal de pros et d'ostéopathes qui nous écoutent, que tu as créé une formation en ligne pour les professionnels qui est gratuite pour justement sensibiliser sur les troubles alimentaires. Donc, il faut aller sur le site de Parents Équipés et vous pouvez avoir accès à cette formation un peu autant que vous voulez. Donc, je trouve que c'est précieux Exactement. et c'est important de faire passer le message. À diffuser au maximum pour que les pros et notamment les médecins soient moins perdus parce que les pauvres, on leur reproche de ne pas être formés et en même temps, ils ne peuvent pas se former à tout. Puis il n'y a pas grand-chose de dispo, donc voilà. N'hésitez pas à la diffuser, elle est gratuite, elle est faite pour aider, donc et Ok. utilisez-la comme bon vous semble. Parfait. Merci, Marie. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Marie, c'est, là, nous, on est sur un podcast spécifique sur l'allaitement. Moi, je trouve que c'est important de parler de la suite, mais est-ce qu'il y a des signes précoces qu'on peut voir, on va commencer par le bébé allaité spécifiquement, de troubles alimentaires pédiatriques, comme tu les appelles? Oui, alors en général, les mamans, notamment les parents, mais surtout les mamans se rendent compte très vite. On va avoir des enfants qui vont être inconfortables sur les temps de repas, qui vont pas demander à manger, qui vont rester endormis ou s'endormir au moment de manger, qui vont pleurer, qui vont tourner la tête, qui vont se débattre, qui vont faire des grimaces ou pousser des cris, ou clairement qui passent un mauvais moment. Donc, D'accord. les troubles alimentaires pédiatriques peuvent apparaître plus tard, vers 18 mois, vers 2 ans ou carrément plus tard, mais ça peut aussi être présent dès la naissance. Et dans ces cas-là, on s'en rend assez vite compte. Alors, il peut y avoir évidemment des comorbidités, un problème de frein restrictif, un problème de reflux gastro-œsophagien, toutes ces choses qui vont faire que, ou même encore complètement autre chose, hein, un problème de posture, d'autres douleurs, des soucis de digestion, etc. Mais en tout cas, avant même de pouvoir, si tu veux, faire le tri et comprendre, ok, d'où ça vient, quel est le problème, est-ce que c'est un trouble alimentaire pédiatrique, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est les deux, parce qu'on peut avoir les deux, on Mhm. a effectivement ces signes-là, globalement, des signes d'inconfort assez marqués, voire de douleur, voire de détresse carrément. Ouais, d'accord. Et donc ça, c'est chez les bébés allaités, chez les bébés biberonnés, finalement, c'est les mêmes signes qu'on va retrouver? Globalement, effectivement, oui, c'est à peu près les mêmes signes. Parce que ça, alors, effectivement, le biberon, l'enfant va pouvoir le pousser, le faire tomber, des choses comme ça. Bon, bah, le sein, c'est un petit peu plus compliqué. Mais globalement, ça va être ça. Ça va être de l'inconfort, du refus, de la détresse avec des pleurs, avec... En fait, ça va dépendre évidemment des bébés, de leur personnalité, de leur situation, mais ça va pouvoir aller de la détresse comme à l'évitement, comme tourner la tête ou comme s'endormir. On n'y pense pas Hmm. toujours, mais s'endormir peut être une technique d'évitement. Alors évidemment, l'enfant n'a pas une stratégie hyper calée en tête, Ouais. c'est très naturel en fait, très spontané, mais un enfant qui systématiquement va s'endormir, tourner la tête, faire autre chose, pleurer, hurler. Voilà. Ouais, ouais. En tout cas, des repas de façon récurrente qui ne se passent pas bien. Voilà, c'est un enfant en tout cas Euh, qui a des difficultés et qui vit mal les moments du repas. Et ça vaut le coup de se pencher sur la question. Tu parlais des comorbidités, tu as appelé ça des freins restrictifs, des problèmes digestifs, Mhm. de tant d'autres choses. Euh, Selon toi, est-ce que le trouble alimentaire pédiatrique est là, dans ces cas-là, et va générer d'autres problèmes, style troubles digestifs, etc., parce que les repas sont mal pris? Ou est-ce que tu penses que ces comorbidités peuvent devenir les causes du trouble alimentaire? Ah, qui de l'œuf ou la poule? Ah, C'est je te un posais petit la peu question fatidique à peine arrivée là. exactement. Non, mais c'est hyper intéressant parce que à la fois, des fois c'est dur à dire et des fois on saura jamais. Et à la Mm. fois des fois c'est assez clair et c'est bien de comprendre les mécanismes derrière ça pour pas se mélanger, pour pas tomber dans certains pièges, croire à certaines choses. Euh, alors, les comorbidités, en fait, aux troubles de l'oralité alimentaire, qui vont pouvoir les générer ou l'aggraver, ça va être de manière générale des choses qui vont venir créer de la douleur ou de l'inconfort, venir intervenir
créer ou aggraver des difficultés motrices ou sensorielles. Donc, typiquement, non, on peut pas dire que si un enfant a un frein restrictif, ah bah forcément il aura un trouble alimentaire. Par contre, on peut imaginer qu'un frein restrictif va avoir des conséquences sur, du coup, toute cette partie motrice, toutes ces capacités motrices au moment du repas, et que donc, ces difficultés motrices vont créer de l'inconfort, des mauvaises expériences autour du repas, un repas pas du tout fluide, des apports caloriques difficiles à obtenir, et donc on va se retrouver dans une situation de trouble alimentaire. C'est pareil pour les troubles sensoriels. Ça peut être un enfant qui a des troubles sensoriels liés par exemple à un handicap ou une autre pathologie, et Mhm. il va développer un trouble alimentaire pédiatrique. Mais dans l'autre sens, pareil par exemple pour le reflux gastro-œsophagien. La douleur va Ouais. faire que. Mais dans l'autre sens, c'est pas que les choses qui vont créer de l'inconfort et des mauvaises expériences au moment du repas qui vont encourager ou générer des troubles alimentaires pédiatriques. Dans l'autre sens, on peut effectivement imaginer que un trouble alimentaire pédiatrique va faire que l'enfant finalement s'éloigne du repas, s'en tient éloigné, ne va pas y passer beaucoup de temps, ne va pas y prendre plaisir et donc va explorer peu. Donc, on peut Mhm. totalement imaginer que il ait des douleurs parce que, bah, typiquement, si tu manges pas assez, t'as faim. Et donc, tu vas expérimenter la faim. Et à la base, c'est de la douleur. Donc, ça va s'aggraver. Ils vont expérimenter, effectivement, bah, très, très peu faire d'expériences sensorielles, motrices. Donc, en fait, c'est un petit peu moins on le développe et moins ça se passera bien, forcément. C'est des Mhm. enfants qui, même Ok. après, au moment de passer au morceau, auront peu exploré la sphère orofaciale, donc les troubles sensoriels vont un petit peu s'aggraver. Ils n'ont pas trop l'habitude qu'on les touche, ils n'aiment pas trop ça. Et puis, bah, vu qu'ils s'entraînent pas forcément à tout mâchouiller, à tout explorer, et bah, au moment de passer à la diversification, c'est pareil. Le moteur sera pas au top. Et donc, il risque d'y avoir des étouffements, des fausses routes, et donc de la peur. Et donc, voilà, à nouveau, en fait, quoi qu'il arrive, peu importe d'où ça vient, t'as quand même un gros, gros problème de cercle vicieux dans ces troubles-là Mhm. et de choses qui vont venir contribuer à aggraver la situation et une situation qui va se dégrader de toute façon. Ouais. Ouais, ouais, ok, oui, donc en fait, l'un peut créer l'autre, inversement, en tout cas, une fois que les deux sont là, ils s'auto-entretiennent. Exactement, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a plus de troubles alimentaires pédiatriques chez les bébés allaités que chez les bébés biberonnés? Alors là, comme ça, je n'ai pas de statistiques en tête, mais pour moi, non. Ni dans ce que j'ai pu apprendre, ni dans la logique liée à la théorie, ni à ma pratique. En fait, bah, du coup, comme on l'a vu, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et le biberon, le sein ne font pas partie des facteurs de risque. Il n'y a pas de raison que ça aggrave la situation. En revanche, D'accord. dans les facteurs de protection des troubles alimentaires pédiatriques, on retrouve l'allaitement. Pourquoi? Plutôt par rapport au fait que le lait de la maman soit riche en saveurs notamment et que Hmm. certaines saveurs puissent passer, etc. Mais Ouais. on rappelle, facteur de protection, ça diminue l'incidence des facteurs de risque. En aucun cas, ça n'empêche Ouais. l'apparition d'un trouble. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est par rapport à la découverte des différents goûts, en fait, c'est juste ça. Exactement, Hmm. exactement. D'un point de vue moteur, il n'y a pas il y a pas de Ouais. raison que ce soit en fait le choix des parents et de la maman notamment qui a un impact sur l'apparition de troubles ou pas. D'accord, ok. Euh, J'étais venue vers toi pour cet épisode aussi parce que Juliette, dans l'épisode précédent, elle nous disait que son bébé, il t'était beaucoup, beaucoup, beaucoup petit et c'est un bébé qui a développé des troubles alimentaires pédiatriques ensuite. Est-ce que beaucoup tétés, tu vois, d'être tout le temps au sein, ça peut être un signe de troubles Alors, de l'oralité? a priori, non. Dans les signes très classiques, ce qu'on va plutôt retrouver justement, c'est des bébés qui mangent peu, qui se désintéressent de l'alimentation, etc. Après, c'est évidemment pas impossible, parce que comme on le disait, les troubles peuvent se développer après. Donc, si ça se trouve, c'est un enfant qui n'avait pas encore développé ce trouble-là, et le trouble a pu apparaître au moment de la diversification. Mais il peut y avoir d'autres explications qui rendraient le fait qu'il t'était beaucoup pas étonnant. Par exemple, est-ce que sa succion était efficace?
On Mm. peut avoir l'impression d'un enfant qui tète et dire ah ouais, il tétait énormément, les repas duraient 30, 45 minutes. Par exemple, la lenteur des repas, là pour le coup, est plutôt un signe de Ouais. difficulté motrice. Parce qu'en fait, téter, ça veut tout et rien dire. Il tétait beaucoup, mais est-ce qu'il tétait bien? Est-ce qu'il n'avait pas besoin de s'épuiser à téter pendant 30 minutes, 45 minutes pour récupérer en fait un tout petit peu de lait parce que c'était pas très efficace? Donc est-ce que c'était Ouais. pas le signe finalement de la présence d'un frein de langue restrictif réellement qui l'empêchait d'être fonctionnel dans sa manière de manger? Ou encore, imaginons qu'il tète très bien et que vraiment il ingérait des quantités extraordinaires. Est-ce qu'on peut pas imaginer que ce soit lié peut-être là plutôt à une douleur? Peut-être on pense au reflux gastro-œsophagien. Finalement, même si après le repas, c'est des brûlures et c'est des douleurs, en fait, la seule chose à l'instant Qui T qui soulage. calme le reflux, c'est le moment où on mange. C'est le moment où le bébé boit et mange. Donc, est-ce que c'est par un enfant qui s'apaisait en faisant ça? Voilà. A priori, là, comme ça, boire de grandes quantités et manger en grande quantité pour les bébés n'est pas un signe. En revanche, les repas très très longs et le fait de téter très longtemps peut être un signe. Et puis surtout, donc comme je te disais, consommer de très grandes quantités n'est pas effectivement Mm. gage que l'enfant ne développera pas de troubles ou qu'il en développera. Ouais, la question est vraiment est-ce que cette succion elle était efficace et qu'est-ce qui Ouais. venait chercher à beaucoup téter. Mm. En tant qu'ortho, c'est le premier truc qui me vient, effectivement. On imagine tout de suite. Parce qu'on se dit, un enfant peut pas manger ou boire des quantités extraordinaires. Si ça a l'air vraiment dingue, effectivement, est-ce que la discussion était très efficace, quoi. Ouais, ouais, bah moi c'est la première question que je me pose aussi pour travailler là-dessus, c'est voilà, s'il a Ouais. besoin d'être au sein tout le temps, est-ce que c'est juste pour de l'apaisement ou alors est-ce que Mm. finalement il n'y a pas un trouble de succion derrière qui fait qu'il n'est pas très efficace, quoi. Ouais, exactement. Ok, alors une fois passé cette phase bébé, enfin bébé, ils sont toujours bébés, ils sont tellement mignons après la diversification, mais une fois passé la phase des 3-4 premiers mois là jusqu'à 6 mois en fonction de l'âge où on commence la diversification, qu'est-ce qu'on peut observer autour de la diversification? C'est quoi une diversification qui se passe bien et c'est quoi une diversification qui se passe pas bien? Quels signes on peut déjà observer chez notre bébé? Alors déjà, est-ce que tu es d'accord pour dire que la diversification, c'est dans le dernier épisode qu'on avait fait avec Marie, on disait que c'était à partir de 6 mois et que pour les bébés qui ont des antécédents, tu vois, familiaux d'allergie, des risques d'allergie, c'est dans ces cas-là qu'on peut préconiser une diversification un peu plus tôt. Ouais, Mais surtout ouais, qu'on regarde son bébé et qu'on voit en fait de quoi il a envie. C'est exactement. surtout ça qui prédominait. Oui, oui, totalement. D'ailleurs, pour moi, une diversification qui se passe bien, c'est une diversification où les parents, en fonction de leurs envies, de leurs besoins, de leurs croyances, de leurs choix, peuvent faire les choses comme ils le souhaitent. Avec un enfant qui prend plaisir. Voilà, pour moi, une diversification qui se passe bien, c'est pas juste être full en DME ou surtout éviter Mm. la DME. Non, si ça se passe bien, c'est un enfant qui prend plaisir, qui va bien, qui est content de découvrir, qui va à son rythme. Ça ne veut pas dire qu'il fera exactement comme le voisin, mais qui va à son rythme, qui n'y a pas de signe d'inconfort, et des parents qui peuvent tester des choses, proposer des choses, le tout en lien avec leur mode de vie aussi, avec ce qu'ils ont envie de faire découvrir à leur enfant. Quand ça se passe pas bien, on s'en rend très très vite compte. Là encore, Mm. tu vois, il y a toujours des listes de symptômes, de signes, etc. Mais en réalité, les parents sentent, et ça, ils sentent direct qu'il y a un souci. Et pourtant, forcément que tous les enfants ont déjà recraché un truc, refusé quelque chose, mais les parents ne sont pas inquiétés Évidemment. pour autant. Voilà. Mm. Or, quand il y a un problème, mais les parents le sentent direct. Et je crois qu'il faut vraiment apprendre dans notre société occidentale et notamment française à un peu faire confiance aux parents. On a des experts de nos patients avec nous qui sont une source d'information extraordinaire et il arrive encore qu'on ne les écoute pas, ce qui est quand même assez dingue. Les parents sentent et ils vont dire directement ce qui leur pose problème parce que Mm. ils le voient. Une differtification qui pose problème, ça va être un enfant qui montre des signes d'inconfort, voire de détresse, de douleur, parfois de panique. On va retrouver des enfants qui refusent les choses, qui vont être sélectifs, qui refusent Mhm. certaines couleurs, certaines formes, certaines textures, certaines températures. Des enfants qui vont présenter une forme de néophobie
alimentaire très exacerbée, puisque cette néophobie alimentaire, elle est normale chez les enfants. C'est une phase normale du développement de l'enfant et ça se Ouais, mais résorbe alors naturellement. précoce là du coup, parce que la diversification, bon, Voilà. alors peu importe le mois exact à laquelle vous la démarrez, mais ce serait en fait finalement trop tôt pour cette phase de néophobie qui est censée arriver plus tard. Ouais, ouais. Quand ça arrive très tôt ou que c'est vraiment très exacerbé, très fort, avec des réactions très importantes, effectivement, là, on se dit, OK, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Et puis, de toute façon, on va aussi observer, comme autres symptômes, des enfants qui sont très peu intéressés par la nourriture, qui ont pas faim, qui peuvent oublier de manger, qui demandent pas. Mm. Parfois, des enfants qui ont du mal à s'hydrater aussi. Et Mhm. puis, on va observer forcément ce qui va découler de toutes ces expériences négatives, ce qu'on appelle des troubles du comportement. Attention, ça fait peur, mais en fait, ça peut être un enfant qui pleure au moment des repas, qui crie, qui va se cacher, qui va mettre sa main devant sa bouche ou tourner la tête, jeter les choses aussi. Et puis, ça peut être aussi d'autres symptômes, comme un manque d'autonomie criant sur les repas. Alors là, évidemment, ils ont 6 mois, mais c'est quand même des bébés qui explorent, qui cherchent, qui tentent, un enfant qui vraiment serait stoïque, ne prendrait aucune initiative, ne participerait pas, ou qui aurait aussi des difficultés sensorielles euh, plus étendues au simple fait de prendre des repas. Tu vas directement voir des enfants qui peuvent paniquer s'ils se tâchent, s'ils ont des choses sur les Ouais. mains, qui vont pouvoir se mettre à complètement. Je dis paniquer parce que je veux pas dire pleurer ou hurler parce que tu as cette croyance assez forte du caprice de oh là là, mais c'est bon, oh il pleure, il crie, il aime pas ça. Non, en fait, tu vois très très bien, et les parents le voient, sur leur visage, c'est de la panique pour le simple fait Mm. de mettre les pieds dans l'herbe ou dans le sable ou des choses comme Ouais. ça. Ouais, ouais, l'herbe, le sable, mettre les mains, bah, enfin, à la limite, un bébé de 6 mois, tu lui mets de la purée, il a envie de mettre les mains dedans, enfin, Bah ouais. Et même sur des textures non alimentaires, hein. T'as des bébés qui vont refuser de toucher la peinture. À la crèche, on va dire, oh, bah, il n'a pas voulu participer à l'activité, ou qui vont avoir des grimaces ou des réflexes tu sais, des mouvements de recul en touchant une texture qu'ils connaissent pas bien, mais ça peut être un petit pompon en feutrine comme l'herbe, comme une texture nouvelle, ça peut être n'importe quoi. ouais, donc globalement, à cet âge-là de diversification où ils sont censés finalement être dans une exploration à tout niveau, qu'elle soit Ouais, alimentaire ou pas alimentaire, les bébés qui n'explorent pas doivent faire penser que voilà, qu'ils peuvent montrer déjà une difficulté. exactement. Ok, donc du coup, une diversification qui se passe bien, c'est quoi? C'est un bébé bah, qui est content de découvrir. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va pas aimer, peut-être qu'il y a des choses Bien sûr. qui vont lui filer la gerbe, mais voilà, c'est pas à tous les repas, c'est pas avec tous les aliments, pas avec toutes les textures, et on sent cette envie de découvrir. Ouais, c'est ça. Et tu sens un bébé content d'être là. Peu importe le mode de diversification. Exactement, exactement. C'est un bébé où tu vas pas sentir de souffrance en fait dans tout ce process, D'accord. tu vois. Et donc les signes qu'on peut observer si jamais ça ne va pas bien, c'est ouais, donc souffrance, inconfort, rejet, il jette, il pleure, Mhm. euh, Il va et il trier, n'explore c'est des pas. bébés qui vont trier, qui vont. Alors là, là, c'est vraiment très petit, mais Mm, pour plus tard, dans tout ce qui est mm. néophobie et sélectivité, les parents, au fur et à mesure, vont se rendre compte qu'en fait, il y a des couleurs qui passent, d'autres pas, des textures qui passent, d'autres pas. Parfois, c'est des températures. C'est des enfants qui vont refuser de manger chaud ou refuser de manger froid. Donc, Ah tu as oui. aussi la partie sélectivité, tu vois. Et quand ils vont vraiment Mm. grandir, tu vas avoir des enfants de 3 4 ans qui vont trier les frites, qui ne mangeront que les frites qui ont des bouts carrés ou que les frites qui ont des bouts pointus. Et Hyper là, tu te pratique. dis, bon, qu'est-ce qu'il a? Il a l'air dingue. T'as les parents qui deviennent fous, mais c'est une réalité, clairement. Ouais. Ok, très bien. Et donc voilà, en effet, quand ils grandissent, quoi qu'il arrive, les enfants, enfin quoi qu'il arrive, est-ce qu'ils font tous cette phase de néophobie alimentaire? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et nous dire si tous les enfants rencontrent ça et si oui, à quel niveau, quoi? Alors, la néophobie alimentaire, dans la définition même, c'est donc néo, la nouveauté, et peur, la phobie, donc la peur, et donc, par extension, le rejet de la nouveauté. Et la néophobie alimentaire, c'est la peur et le rejet, donc, des aliments nouveaux. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est une période normale du développement de l'enfant qui arrive à peu près autour de 2 ans.
pour une raison développementale tout à fait intéressante, qui est que les enfants gagnent en autonomie. Et donc, si tu nous imagines tous en train de se balader un peu tout nus dans la forêt à l'époque, eh ben, Il fallait pas manger n'importe quoi, ouais. exactement. Parce que puisqu'il commence à être capable de se déplacer, d'attraper des choses, de les porter à sa bouche, à un moment donné, s'il commence pas à trier et à vraiment manger tout ce qui passe, bah effectivement, il va pas rester là très longtemps. Ouais. Donc, les enfants vont avoir cette période où ils vont rester très attachés à ce qu'ils connaissent déjà, à ce que leurs parents leur ont déjà fait découvrir, qui est donc safe. Et puis surtout, ils vont se tourner, quoi qu'il arrive, vers des aliments gras et sucrés, puisque d'une part, c'est comme ça qu'est le lait maternel, et puis tout ce qui est amer et acide dans la nature en général, c'est pas du tout un bon bail. Et puis Mhm. par ailleurs, développementalement, on a besoin évidemment de grandir et de grossir. Donc on va se tourner vers des choses riches et qui peuvent nous permettre d'apporter des calories. Donc c'est tout à fait normal. De nos jours, surtout avec tout ce qui est attention, faut manger des fruits, des légumes, faut que ce soit sain, faut que machin. Ça peut un peu faire flipper les parents qui se disent mais c'est pas possible. En fait, c'est normal. Et cette phase-là, on l'observe en principe théoriquement chez tous les enfants. Évidemment, elle va être plus ou moins importante chez certains enfants. Tu as des enfants chez qui ça va pas du tout se voir, ça va pas du tout avoir lieu. Certains chez qui ça va prendre 6 mois, ce sera léger et pouf, ça passera. D'autres chez qui ça durera beaucoup plus longtemps, ils auront plus de mal. Quoi qu'il arrive, dans le développement normal de l'enfant, c'est une phase qui est naturellement dépassée par l'apprentissage et l'imitation. Donc l'apprentissage, bah regarde là, vraiment parler des aliments, les faire découvrir. Oh, regarde, il y a des nouveaux légumes, on pourrait aller en regarder un, on n'est pas obligé de le manger, mais on peut choisir un légume qui te plaît au supermarché, puis on le découpera. On regardera à l'intérieur, on le sentira. Oh là, si t'as pas envie de le manger, c'est pas grave, tu sais, c'est nouveau, c'est normal de pas aimer ce qui est nouveau au début. Mhm. Et l'imitation, évidemment, très rapidement, tu as le côté faire comme les grands. S'il y a des grands frères, des grandes sœurs, ça aide. Mais ne serait-ce que comme les parents. Très vite, il va y avoir ce truc de oh, quand même, papa et maman, eux, ils en mangent. Et puis, j'ai un peu envie, moi aussi, de manger comme les grands. Et donc, dans le cas où tout va bien, où l'enfant n'a pas de difficultés sensorielles et motrices, en fait, ça va se débloquer tout seul à ce niveau-là. Ok. Ouais, donc du coup, par contre, à cette phase-là, si l'enfant a un trouble alimentaire pédiatrique, c'est sûr que c'est là que ça va flamber, quoi. Et ben là, effectivement, on va rapidement voir la différence d'enfants, en fait, où tu vas dire, ok, c'est pas juste, oh là là, non, moi, je me sens plus en sécurité que ce que je connais déjà et je préfère pas. C'est, à nouveau, tu vas observer, en fait, c'est signe d'inconfort, de détresse, voire de panique, où les parents vont dire, mais non, mais je vois bien ses copains, je vois bien ses cousins, je vois bien ses frères et sœurs. Eux aussi, ils ont eu un moment où ils avaient pas du tout envie de manger des Hmm. brocolis le midi. Et c'est normal. Mais là, et les parents te le disent, ils disent, là, je sens bien, je vois bien qu'il y a autre chose. C'est pas ça. C'est des enfants qui Hmm. sont en panique, qui vont refuser, qui vont, bah, un petit peu tous les signes que je t'ai décrits tout à l'heure, Ouais. avec ce que tu peux imaginer de signes exacerbés par rapport au fait qu'ils sont plus grands, plus Ah bah autonomes, oui. qui sont Hmm. capables de dire non, et que évidemment, plus t'enchaînes les mauvaises expériences, plus la panique, en fait, la phobie se développe. Et donc, ça va devenir une vraie phobie, et tu vas avoir un problème d'enfant qui deviennent carrément terrifiés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis en plus, vraiment, c'est l'âge où on va dire qu'ils deviennent de moins en moins conciliants, quoi. Donc, Exactement. quand ça se passe pas bien dans un domaine, ça s'exacerbe. Ouais. Ok, quand est-ce que je consulte alors du coup? À quel moment je me dis, bon, là, mon chouchou, il y a un truc qui me semble pas logique, que ce soit sur la phase lactée ou sur le début de la diversification jusqu'à cette phase de néophobie. À quel moment je consulte? Je me dis, j'ai Alors, besoin d'aide. effectivement, tu as ce côté liste de signes, de symptômes, etc., que tu peux trouver sur Internet et te dire, ok, ah oui, ça, il fait ça, non, ça, il fait pas ça. Le problème de ces listes-là, c'est que les troubles alimentaires pédiatriques sont très 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 liés aux différences interpersonnelles. Tu vas, alors on dit souvent, tu sais qu'il n'y a pas deux troubles alimentaires pédiatriques identiques, c'est faux. Évidemment, tu as des fois où ça se, ça s'exprime à peu près de la même manière chez deux enfants, mais effectivement, il y a des grosses différences. Et tu n'as pas besoin d'avoir toute la liste Ouais. de tous les symptômes pour t'inquiéter. Moi, ce que je dirais, c'est que quand tu as deux, trois symptômes importants et persistants, faut commencer à se dire, ok.
peut-être que je suis concernée. Mais surtout, quand consulter, pour moi, c'est totalement lié à la souffrance, à la fois de Ouais. l'enfant et du parent. Quand est-ce que ça entache le quotidien? Exactement, que tu vois que, mais non, mais là, mon enfant prend pas plaisir, ça ne va pas. Et moi, ça me va pas non plus de voir mon enfant dans cet état-là. À partir du moment où les parents ne peuvent pas mener l'alimentation, la diversification de leur enfant comme ils l'entendent, sereinement, en partageant des bons moments, en lui proposant les choses comme eux, ils auraient souhaité le faire, à partir du moment où il y a inquiétude et souffrance pour les parents, pour l'enfant, moi je dis, n'hésitez pas, il vaut mieux qu'un pro vous dise, attention, un pro formé, qui, qui est Ouais. vraiment bien au courant, vous dise, oh bah non, là vous inquiétez pas, vous savez, a priori, rien de grave, parce que regardez, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc c'est plutôt en faveur de petites difficultés passagères, vous inquiétez pas, voilà ce que vous pouvez mettre en place en attendant, puis à la limite, on se revoit dans 6 mois pour faire le point. Vaut mieux entendre ça plutôt que de perdre du temps puis de continuer de souffrir de votre côté, en fait, clairement. Hmm. Donc, Ouais. moi, j'ai déjà accepté de démarrer un suivi avec une famille, avec des enfants, qui en soi n'avaient pas des symptômes, tu vois, si tu prends vraiment la liste, des symptômes horribles, c'était pas, tu vois, le cas clinique de l'année, et puis des enfants qui avaient parfois un panel alimentaire relativement varié, mais il y a souffrance. Tu as des enfants qui vont mal, Hmm. tu as des parents qui en peuvent plus, ça a un impact sur la vie quotidienne, sur la vie de famille, sur la vie sociale, sur la scolarité, parce que dès qu'ils grandissent, on rappelle quand même que du coup, c'est des enfants qui ont rien dans le ventre. Ouais. Donc, non, il n'y a pas de lien. Enfin, le trouble alimentaire pédiatrique ne crée pas de trouble de l'apprentissage. N'empêche qu'en pratique, quand tu dors mal parce que tu as faim, tu te Hmm. concentres pas parce que tu as faim, t'as pas d'énergie parce que tu as faim, etc. En pratique, forcément, tu vas avoir du retard. Donc, voilà. Quand il y a souffrance, Ok. quand ça commence à avoir un impact, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est important de ne pas rester tout seul. Oui, d'autant qu'on peut se dire qu'une fois que la sphère émotionnelle en est impactée et qu'il y a de l'angoisse qui se génère, ça ne peut que aggraver le problème en fait. Clairement. Et en plus, tu auras des blocages qui feront que tu auras ça à gérer en plus. Moi, quand je Ouais. reçois des patients que je prends en charge qui ont déjà 8 ans, 12 ans, parfois j'ai déjà eu des patients de 18 ans, j'ai même eu 46 ans, forcément, t'as cette peur en fait qui a bien eu le temps de s'installer comme il faut. Ouais, Le regard des autres, la peur, la crainte de manger devant les autres, etc. bien sûr. Ok. Et alors, en pratique, parce que ce qu'on sait, c'est que c'est compliqué de trouver des thérapeutes qui soient bien formés et disponibles pour Oui. prendre en charge les troubles alimentaires pédiatriques. Alors, si jamais je remarque des difficultés chez mon enfant, que ce soit au moment de la diversification, au moment de cette phase de néophobie, etc., qu'est-ce que moi je peux déjà mettre en place à la maison, tu vois, s'il y a des signes qui m'interpellent, peut-être en attendant un Ouais. rendez-vous, peut-être en se disant, bah, est-ce qu'il y a déjà des choses que je peux mettre en place de moi-même sans l'aide d'un professionnel, histoire d'essayer de sortir de la difficulté et de pas se braquer. Bien sûr. Alors déjà, il y a le côté, contrairement à ce que des gens, y compris des professionnels, vont vous conseiller, ne forcez pas l'enfant. Le forçage alimentaire est un facteur de déclenchement, voire d'aggravation des troubles. Donc là, c'est Mhm. vraiment le meilleur moyen de vous foutre dedans pour la suite. Et en plus Voilà, de ça, je créer pense du que c'est conflit avec important de votre le enfant, répéter. Ne forcez ouais, pas vos enfants à manger quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Trouver voilà. des subterfuges. Voilà, il faut contourner ces difficultés-là parce que les forcer ne fait qu'aggraver le problème, quoi. Exactement. Sur le court terme, sur l'instant T, on se dit, bah oui, mais moi j'ai besoin qu'il mange et au moins c'est efficace. Oui, c'est vrai, sauf qu'en fait sur le long terme, c'est une cata parce que ça va aggraver les troubles et en plus, il va perdre confiance en vous, entre guillemets, attention, hein, je mets des gros guillemets, Mm. mais vous allez développer cette relation de conflit, cette relation de peur, etc. Si, en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas forcer, vous allez pouvoir effectivement faire découvrir à l'enfant plein d'aliments, de choses. En fait, lui faire porter un nouveau regard sur l'alimentation. On va pouvoir faire des activités, toucher, découvrir les fruits et légumes, comme j'en parlais tout à l'heure, faire des activités sensorielles. Si l'enfant est vraiment dans une situation qui est très très difficile, on peut commencer par des choses non alimentaires. En gros, tu peux utiliser des textures sensorielles non alimentaires. Ça peut passer par le slime, donc en fait, ouais, la pâte un peu visqueuse, gluante. Les billes d'eau, c'est en fait des grosses billes de gélatine, donc où tu vas toucher, mettre les mains,
ça fait moins peur parce que ça n'a pas d'odeur. Alors attention au slime, il y en a qui puent, mais au début, en tout cas, pour commencer, c'est pas alimentaire. Donc l'enfant va être en confiance de OK, j'aurai pas à manger. Ensuite, tu peux passer par mettre les mains dans des textures alimentaires non comestibles, comme de la semoule sèche, des petites coquillettes sèches, des choses comme ça. Ou pareil, l'enfant sait qu'il n'aura pas à les manger et puis t'as pas ce côté mouillé. Et puis ensuite, tu peux cuire Ouais. les aliments, commencer à toucher les aliments, dessiner avec le doigt dedans. Tu peux faire plein d'activités sensorielles du type. Pareil, l'encourager à venir jouer dans l'herbe, dans le sable, des choses comme ça. On peut l'encourager à se salir, jouer dans la peinture. Ça peut être plein de choses comme ça. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon premier carnet d'activités. L'idée, c'était de mettre, il y en a un pour les 1-3 ans et un pour les 4-12 ans. L'idée, c'est d'avoir, t'as 30 activités, 30 idées, c'est expliqué pas à pas, ça fait 5 minutes, et puis t'as plein d'idées. Des activités motrices, des activités sensorielles, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas besoin d'acheter des choses sur ma page Instagram. Je donne plein d'idées et d'astuces évidemment gratuitement. Il y a plein d'autres pages Instagram aussi. Et même en tapant activité sensorielle 2 ans, Hmm. activité sensorielle 6 mois, activité en fonction de l'âge de ton enfant, dans Pinterest, dans n'importe quoi dans Internet, il y aura plein d'idées. Donc Ok. ça, l'idée en fait, ça va être dans un premier temps, en attendant des séances ou de pouvoir travailler avec un pro, d'apaiser la situation et de réconcilier un petit peu l'enfant avec l'alimentation, avec tout ça. D'ici là, tu vas me dire c'est très cool, mais du coup mon enfant mange rien et j'ai pas envie qu'il perde de poids. Ce que vous pouvez faire pour éviter le forçage alimentaire et maintenir un poids et apporter des calories, c'est enrichir les plats en attendant, les biberons ou Hmm. les plats. Donc rajouter des céréales ou des choses pour enrichir les biberons. Si vraiment les céréales suffisent pas, vous pouvez aussi demander à votre pédiatre puisqu'il y a des produits spéciaux. Enfin, il y a des choses après sur ordonnance pour enrichir. Et puis c'est D'accord. pareil pour les plus grands, vous pouvez mettre de la crème, du beurre de cacahuète, des trucs. En tout cas pour enrichir au maximum les plats. Concentrez-vous sur le plaisir alimentaire. Essayez au max d'ajouter de la calorie en attendant un rendez-vous et pour que votre enfant, en fait, en 3-4 bouchées, puisse finalement avoir plus de calories que si c'était pas enrichi. Et Ok. je dirais vraiment que tout seul, ce qu'on peut faire, c'est remettre le plaisir alimentaire au centre. Ok. Ça peut aussi passer par présenter les choses de manière rigolote, manger sous forme d'apéro, avec des petits pics, faire des jolies formes. Voilà, parler des aliments avec l'enfant, lui montrer, waouh, regarde cette carotte comme elle est orange, on va la découper en forme de fleurs, t'as vu ça? Ça peut être faire des petites traces dedans, alors peut-être pas pour ceux qui ont 6 mois, pour après, mais faire des Ouais. petites traces dedans dans les petits cubes de fromage de l'apéro. On ne mange pas, mais au moins on a fait des petits crocs de lapin dedans et on voit la trace de nos dents et c'est rigolo. Et voilà, plein de jeux comme ça. Mais Ouais. là encore, Ça vous n'êtes pas rejoint. obligé d'acheter du matériel. Vous pouvez Oui, regarder oui, sur il n'y a pas, Internet. y a pas besoin d'investir énormément Non, non, au non. niveau matériel. Ça rejoint un peu ce que nous disait Juliette. Il me semble dans l'épisode, elle nous expliquait que son fils, tu vois, il avait commencé par regarder les aliments pour enfin, les accepter autour de lui, les regarder, et puis que après c'était toucher, et qu'il y avait différentes phases pour aller jusqu'à l'aliment qu'on avale, et que si la finalité c'était d'avaler, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire entre les deux pour, euh, pour qu'il apprivoise. Exactement. Après, en fait, tu as tout ce qui est effectivement de l'ordre des techniques de diversification alimentaire, comme celle-là, où, quoi qu'il arrive, nous, un truc qui nous dégoûterait tellement qu'on n'ose pas le toucher du bout du doigt, qu'en le regardant, on se dit, bah, en fait, on le mettra jamais dans notre bouche. Donc, Non. faut essayer aussi faut imaginer que c'est un petit peu la même chose pour l'enfant, même s'il s'agit d'aliments qui nous font pas peur. Si lui, ça le dégoûte et que ça lui fait peur, il faudra qu'il soit d'abord capable de le regarder, de l'avoir posé sur la table et de le tolérer dans son champ de vision lors des repas, et puis de le sentir, puis de le toucher, puis peut-être, bah oui, de poser les lèvres dessus du bout des lèvres et de le reposer à table, et puis de poser le bout de la langue, et puis de le croquer du bout des dents, et puis ensuite seulement de détacher un morceau et de le croquer et de l'avaler. Donc ça, faut pas hésiter à prendre son temps et à célébrer chaque petite étape. S'il accepte sur une tartine de pain, parce qu'il mange que du pain, de mettre une micro tête d'épingle de beurre une fois et qu'il mange son pain, et bah
Franchement, Champagne. fêtez ça, voilà, pour tout le monde, let's go, prévenez tout le monde. Non, mais voilà, je pense qu'il faut aussi réussir à célébrer ces petites étapes-là. C'est très difficile, surtout quand on n'est pas Ouais. accompagné, parce qu'il faut réussir à se détacher de l'objectif final qui est je veux qu'il mange, je veux qu'il Hmm. aille bien, je veux que tout aille bien. Mais chaque petite étape vaut le coup, en fait, ouais, d'être célébrée. D'accord, donc l'idée c'est vraiment réapprivoiser les choses et ne pas regarder l'objectif final, à savoir manger, mais chaque petite étape entre les deux qui amènera à manger plus tard C'est ça. Et ce bébé. n'hésitez pas. Alors, je sais que tout le monde vous dit tout le temps ça dans tous les domaines et qu'on se dit toujours ouais, ouais, d'accord et qu'on le fait jamais. N'hésitez pas à noter, à tenir un petit cahier. Moi, ma première séance avec les enfants ou les parents ou les deux, c'est de créer un cahier de suivi, un cahier de réussite où on note tout ce que l'enfant mange actuellement, où on fait le suivi de tous nos exercices et à chaque fois qu'il y a un aliment qui a été goûté, on l'ajoute à la liste. Et mine de rien, de pouvoir se reporter à la liste, quitte à mettre des dates, mais de voir cette liste s'allonger, bah, les moments où ça va pas trop, on se dit, mais ça n'avance pas, en fait. Bah, moi, à chaque fois que j'ai eu des patients qui m'ont dit, là, ça n'avance pas, là, c'est dur. Et que ce soit un parent comme une enfant de 8 ans ou un ado de 15 ans, et ben, en fait, quand on re-regarde la liste, mine de rien, très vite, on se dit, ok, si, c'est juste que là, je suis dans un moment où j'ai du mal et puis j'ai envie que ça bouge, mais ok, ça avance. Et ça fait du bien. Ouais. Donc, je sais que vous le ferez pas, mais faites-le. Notez, faites-vous un carnet. Faites un carnet. Ok. En séance, comment ça se rééduque tout ça, ça se déroule comment une séance avec un bébé ou un enfant qui a des troubles alimentaires pédiatriques? Et à partir de quel Alors, âge ça se prend en charge? eh oui. Eh ben en fait, nous, on peut prendre un enfant en charge dès la naissance, en fait. En soi, alors on va pas le faire parce qu'on va le laisser tranquille, mais dès les premières heures de vie, on pourrait prendre un enfant en charge, puisque effectivement, les troubles alimentaires pédiatriques peuvent être présents dès la naissance. On va notamment penser aux enfants prématurés et grands prématurés qui sont Ouais. très à risque de développer des troubles alimentaires. En fait, dès le début, l'orthophoniste va être là pour stimuler, pour accompagner, etc. Puisqu'en Et fait, alors, qu'est-ce qu'on fait notre avec un bébé? eh ben, on va avoir trois axes en orthophonie, trois axes de travail, principaux évidemment, qui vont être la désensibilisation, donc tout le travail sensoriel, le travail moteur et les techniques alimentaires. Pour les bébés, on sera évidemment pas encore sur les techniques alimentaires, mais on va venir désensibiliser. Alors, ça va passer avant tout par, des fois, on va commencer par les pieds, les mains, et puis remonter le long des bras, et puis le cou, la tête, pour pouvoir ensuite accéder au visage, parce qu'on va avoir des bébés qui, si on leur touche le visage, vont avoir un réflexe nauséeux. Donc, Hmm. on va faire tout ce travail-là, si besoin. Sinon, si on peut déjà accéder au visage, on va pouvoir venir désensibiliser. Donc, l'intérêt, c'est d'accéder au visage, puis à la bouche, puis à l'intérieur de la bouche. Parce que des fois, tu vas avoir ce dégoût. Tu vois, quand je te Ouais. disais un truc que tu peux même pas toucher, tu ne mettras pas dans ta bouche. Il y a des fois où si je dis n'importe quoi, un aliment froid touche les lèvres d'un bébé ou d'un enfant, il vomit. Donc, on va venir désensibiliser tout ça, etc. L'axe moteur, ça va être toute la partie, ok, s'il y a, alors évidemment, s'il y a un frein de langue restrictif qui empêche la mastication et le bon déroulement de la phase orale, c'est pas nous, orthophonistes, qui allons ni le couper ni quoi que ce soit, mais on va réorienter, on va effectivement pouvoir s'en rendre compte et réorienter, mais après tu vas avoir tout plein de problèmes de faiblesse motrice, manque d'endurance, manque de Hmm. dissociation, manque de coordination. Et ça peut être un problème au niveau de la langue, un problème au niveau des lèvres, un problème au niveau des joues, plein de choses. Donc là, on va pouvoir venir travailler à ce niveau-là. Et de toute façon, ça va être venir stimuler avec des outils. Ça peut être apprendre à un enfant à boire à la paille, par exemple. Un petit Ouais. bébé, s'il n'a pas la possibilité de téter, on va pouvoir passer par la paille. Ils apprennent très très vite, en général, très bien. Et puis, avec la paille, on va faire reculer la langue, muscler les lèvres, travailler la dissociation, etc., etc. Donc, on D'accord. va déjà pouvoir faire tout ça. Et puis ensuite, lorsque les enfants grandissent, on va pouvoir travailler sur la mastication. L'endurance de la mastication, le déplacement latéral de la langue pour que la langue puisse venir récupérer finalement les aliments sur les Hmm. côtés et avoir une déglutition efficace et sécuritaire. Voilà, ça va ressembler à ça. Et pour les plus grands, on va aussi avoir des techniques alimentaires. Donc, ce dont on a parlé avec les étapes, en fait, c'est de l'habituation sensorielle. On va Hmm. pouvoir mettre en place des chaînages alimentaires. Donc, aller d'un aliment connu et aimé vers un aliment cible nouveau.
en découpant par plein de petites étapes où à chaque fois on ne change qu'un élément. Par exemple, tu vas passer de frites à comment ça s'appelle? Les pommes noisettes. C'est des frites, Ouais. mais tu changes la forme, c'est rond. Et puis ensuite, tu vas passer à les petites pommes sautées carrées, où tu changes la forme, puis c'est plus frit en fait, c'est sauté. Et puis il y a des pommes de terre sautées. Et puis des pommes de terre sautées, mais dans la même forme, mais bouillies. Et puis peut-être à de la purée. Puis tu intégreras peut-être un peu de carottes. Et puis ensuite des carottes bouillies, etc., etc., etc. Et puis tu vas voir ça, tu vas avoir du pairage alimentaire, tu vas avoir plein de techniques qu'on va vraiment mettre en place pour avancer, pour vraiment effectivement diversifier l'alimentation. Euh, C'est-à-dire que si on a malheureusement encore trop de professionnels de santé, notamment des orthophonistes, qui vont faire des massages, les fameux massages de désensibilisation qui ont été démocratisés par Catherine Sénez, et puis qui vont dire bah voilà. Et puis on va faire des massages qui sont très contraignants parce Mm. que c'est 8 fois par jour quand même et les enfants n'aiment pas trop ça. Donc voilà. Ouais. Euh, et puis après, bah, j'ai des mamans qui vont me dire, bah ouais, mais moi, ça fait 1 an que je suis chez l'ortho ou chez je ne sais pas qui, et ça n'avance pas. Et quand je leur demande, on fait que des massages. Mais en fait, ça ne peut pas avancer puisque il y a ces 3 axes qui sont indissociables. Tu peux Ouais, aller mieux on a fait qu'un seul axe là. sensoriellement. Eh ben bien sûr, tu vas mieux sensoriellement, mais en fait, d'un point de vue moteur, il est incapable de mastiquer et puis son alimentation est pas diversifiée. Et pareil, Mm. même si en fait, tu as fait tout ce qu'il faut d'un point de vue sensoriel et moteur, il est prêt, bah, s'il est prêt, let's go, aide-le à diversifier son alimentation, parce que là, bah, il est prêt et il va falloir l'aider parce que ça va pas venir tout seul. Mais avec ces Ouais. 3 axes-là, eh ben, en général, on Ouais, donc avance très c'est bien. axe sensoriel, axe Ouais, moteur et l'axe alimentation, exactement. chaînage alimentaire dont tu parlais, etc., pour C'est diversifier ça. l'alimentation. Le vrai Ok, axe alimentaire, en fait, ok, bah, il lui est arrivé tout ça, donc il est un peu en retard par rapport aux autres, il n'a pas pu découvrir tout ça. Donc, bah, on va mettre en place des techniques pour, si tu veux, recréer artificiellement une diversification qui se passe bien, quoi. ouais, ouais, je comprends. Peu importe Ok, l'âge, d'ailleurs. super. Ouais, peu importe l'âge. Ouais. J'ai une question qui est revenue dans la boîte à questions, c'était si on est adulte, est-ce que c'est trop tard pour agir? Non, c'est jamais trop tard. Tu peux toujours, ça sera les mêmes axes, même si évidemment tu vas pas faire patouiller les adultes dans des bidots, mais Mm. on va passer par autre chose. Mais c'est les mêmes axes de travail. Il n'est pas trop tard. En revanche, ça demande énormément de temps, d'énergie et d'implication. Donc tous les adultes n'ont pas la disponibilité dans la vie actuelle pour faire ça. Ouais, Et puis, forcément, tu as tout ce qui est phobie, blocage, crainte, qui a eu largement le temps de s'ancrer. Donc, c'est parfois ouais, plus difficile pour les adultes. Ça peut être un parcours un peu contraignant pour eux. Ça peut être difficile, il peut y avoir des hauts et des bas, mais il est ouais. jamais trop tard. Moi, par exemple, en tant qu'orthophoniste spécialisée, mais aussi en tant qu'adulte, j'ai un trouble alimentaire pédiatrique. Alors évidemment, il est très léger, et puis surtout, j'ai travaillé sur les choses qui étaient importantes pour moi. Mais tu vois, j'avais un gros truc enfin, la banane, c'était mon top trigger, le truc cata. Et pour pouvoir accompagner les enfants, montrer en vidéo et tout ça, j'ai fait un défi banane sur 7 jours où je me suis désensibilisée à la banane pendant 7 jours en vidéo. C'est disponible sur ma chaîne Mm. YouTube. Et depuis, je mange. Alors, je l'avais jamais fait jusque-là parce que ça me dégoûtait et j'avais aucun intérêt à manger de la banane. J'en ai pas besoin. Oui, dans Mais la du vie, coup, si là, tu je l'ai manges pas de fait banane, tu t'en sors. Mm. exactement. En tant qu'adulte, quand tu as un trouble relativement léger, que tu manges ce que tu veux et que personne t'embête finalement, j'en avais pas besoin. Donc juste, mais lorsque j'ai été en formation de troubles de réalité alimentaire, j'ai dû quitter la pièce. Hein. J'étais à 2 doigts de faire un malaise parce que quelqu'un a ouvert une banane. Ah oui, quand même. Je suis sortie. Donc c'était Ah, vraiment, c'est quand même un peu emmerdant. oui, c'était vraiment la banane, c'était un gros truc pour moi. Donc je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, je vais prendre un truc qui vraiment me dégoûte. Je vais le faire en vidéo. Et depuis, je mange de la banane régulièrement par plaisir. J'ai des envies de banane. C'est un fruit que je consomme comme les autres. Voilà. Donc tu vois, à l'âge adulte, c'est possible. Ok. Voilà. Non, mais c'est Ça bien, prend ça plus donne de de temps. l'espoir, il est jamais trop tard. Ou non, il est jamais trop tard. Pour Non, ceux qui après, n'ont pas la possibilité d'aller chez l'ortho, qui n'en trouvent pas, parce que toutes les orthos mm, prennent pas les adultes, qui n'ont pas le temps, etc. J'ai créé comment dire, bah, un petit package de vidéos. C'est 7 vidéos très courtes qui s'appellent les techniques ado-adultes, dans lesquelles, qui sont évidemment disponibles en illimité, et dans lesquelles je donne toutes les techniques que je donne aux adultes lorsqu'ils viennent en séance avec moi. Donc, évidemment, là,
je suis pas avec eux, ça remplace pas une prise en charge orthophonique, évidemment. Mais pour ceux qui voudraient faire ça en autonomie, parce qu'ils ont ni la possibilité ou pas le temps de se Ouais. déplacer, ils peuvent le faire en autonomie avec les vidéos, ils les regardent autant de fois qu'ils veulent et ils mettent en place leur propre stratégie. Ok, donc tout ça c'est disponible à partir de ton site, c'est ça? Oui, j'ai tout mis sur parents-équipés.com. Super. Bon, bah, alors, je remettrai ça dans les notes. Ok. Qu'on mette des choses en place seul, tu vois, donc faire découvrir des textures différentes à son enfant, lui faire avoir l'aliment à côté de lui, les formes, les couleurs, regarder, toucher, croquer, pas avaler, machin, etc. Si on met en place tout ça un peu tout seul à la maison, combien de temps on attend avant de se dire que... Enfin, qu'est-ce que je peux espérer comme temps pour avoir une amélioration? Tu vois, avant de me dire vraiment là, il n'y a pas le choix, il faut que je consulte. Alors, c'est vraiment très dur à dire parce que ça va énormément dépendre des enfants. Ouais. Après, en faisant des exercices et en mettant des petites choses en place régulièrement et en recréant, en remettant le plaisir au centre de l'alimentation et des activités, en baissant le stress et l'angoisse qu'il y a autour de tout ça, on peut voir des améliorations assez vite. Évidemment, c'est des améliorations légères, mais Mm. vous pourrez rapidement voir un enfant qui a moins peur, qui a un visage moins crispé. Et puis, à un moment donné, vous pourrez voir assez rapidement du coin de l'œil, oh, regarde, je crois qu'il a mis sa main dedans. Alors, dans ces cas-là, les parents essaient de pas trop en rajouter, de faire semblant qu'ils n'ont pas vu, comme ça l'enfant continue son truc. Mais ça peut bouger assez vite. Et puis, vous serez peut-être surpris de voir qu'un jour, un biscuit qui ressemble à celui qu'il aime bien, mais qu'il avait jusque-là jamais goûté, et alors qu'il refusait la nouveauté, et bah pareil, discrètement, en fait, ou même sans y penser, il le portera à sa bouche. Le fait de réussir à baisser toute cette angoisse et cette tension autour de l'alimentation et de la sensorialité, tout en parallèle en proposant des activités, en découvrant, en passant des bons moments en fait autour de l'alimentation et du sensoriel, ça peut aller assez vite sur des petits changements. Ça veut pas dire que ça sera si simple que demain votre enfant puisse se mettre à manger, diversifier, etc. Parce que, en fait, vous risquez d'être limité à un moment donné par avoir accès aux techniques et savoir les mettre en place, mais ça peut bouger assez vite quand même. Là où vous allez être plus embêté, c'est toute la partie motrice. Parce que là, c'est plus dur de trouver des astuces, de mettre en place, parce que même nous, même moi, là, aujourd'hui, je peux pas te donner des astuces motrices, comme je peux te donner des astuces sensaux, parce Ouais. que il faut un vrai bilan, il faut savoir, ok, c'est quoi le problème, d'où ça vient, faut Ouais, bien faire sûr. une observation clinique claire et tout. Donc, par contre, si vous sentez que, bah, par exemple, un enfant qui à chaque fois va avaler de travers, s'étouffer, avoir peur, ou qui mâchouille pendant des heures et qui n'avale jamais, là, c'est plutôt moteur, et là, vous allez être plus embêté. Mais sur le senso, D'accord. vous pouvez bien bien avancer, surtout que, comme je te disais, en tapant activité sensorielle plus l'âge de l'enfant, t'as plein d'idées sur Internet qui sont complètement gratuites, quoi. Ouais, d'accord. Ok, donc en fait, on sait que nous-mêmes, on pourra mettre en place des choses pour cette partie sensorielle euh, et pour la partie alimentaire, mais que sur l'axe moteur, là, ça va être C'est compliqué, plus il faut un compliqué. examen derrière. Mais oui, on ne sait pas, Ouais, est-ce que c'est ouais, complètement coincé, est-ce qu'il y a un frein très restrictif en dessous. ouais, Et s'il y a ça, en fait, bah, ce sera toujours bien de travailler sur les autres axes, de toute façon, puisqu'il faut tous les bien sûr. travailler, mais ça risque de bloquer à un moment ou à un autre. Surtout que c'est la première étape, c'est-à-dire que si tu arrives chez l'ortho et qu'elle dit, bah là, il a un gros souci de mastication, si de toute façon, d'un point de vue sensoriel, on peut pas approcher l'enfant ou qu'il est dégoûté partout, en fait, l'ortho va commencer par le Ah oui. commencement qui sera le sensoriel. Donc, vous gagnerez du temps. Mais effectivement, le moteur, non seulement c'est dur de savoir et on peut pas trouver comme ça des infos sur Internet, mais en plus, je me permets un petit warning. On me demande très souvent des astuces, des machins. Non seulement c'est dur à donner, mais en plus, je refuse de donner des idées d'activité parce que le problème moteur mène à quoi? À une déglutition, enfin, une mastication et une déglutition peu efficaces et peu sécuritaires. C'est-à-dire que d'insister pour tenter des trucs, Ouais, euh, ça peut être on dangereux est, aussi. ouais, le risque, c'est la fausse route. Le risque, c'est l'enfant qui s'étouffe. Donc, on est quand même sur quelque chose de franchement dangereux. Donc, Ouais. si vous sentez que c'est moteur, qu'il y a autre chose, qu'il s'en sort pas, qu'il arrive à mettre à la bouche, qu'il en a envie, que, ok, c'est bon, il y a des trucs qui bougent, mais clairement, il s'en sort pas, ça passe pas. Là, pour le coup, clairement, oui. Bah, tu vois, clairement, là, quand tu me demandais c'est quoi les critères pour demander de l'aide, là, ça vaut le coup de demander de l'aide. Ouais. Prenez pas le risque Hmm. d'attendre qu'à un moment donné,
il s'étouffe ou que ça devienne vraiment pas sécuritaire et que du coup, il n'ose plus manger. Ouais, ouais, je comprends. Ok, très bien. Et quand on est en séance avec un pro et qui du coup peut bien vérifier tous ces axes et mettre en place les choses, euh, à quel timing, j'imagine que pareil, c'est différent d'un enfant à l'autre et du niveau de difficulté, peut-être de l'âge aussi, mais est-ce que tu vois, on peut se dire si au bout de tant de temps il s'est rien passé, peut-être qu'il faut prendre un autre avis, quoi. Alors, ça dépend énormément effectivement des enfants, mais globalement, des améliorations. En fait, ce que j'aime bien expliquer aux parents, c'est que des améliorations, tu es censé en voir entre guillemets tout de suite et tu es censé en voir tout le temps. Pourquoi? Parce que notre travail à nous de rééducation en tant qu'orthophoniste, j'imagine que c'est pareil pour les ergots, pour les psychomotes, pour tout le monde, c'est pas de fournir des idées aux parents et puis de dire bah vous faites ci, vous faites ça, parce que ça, en soi, nous, enfin, ça pourrait être dans un livre et hop là, c'est réglé. Notre travail, c'est de comprendre où en est l'enfant, de déterminer où est sa zone proximale de développement pour qu'il puisse évoluer en étant toujours en réussite. Donc, on va pas lui proposer un truc trop simple, ça servira à rien, ça n'avance pas, on travaille pas, mais pas non plus un truc trop difficile parce qu'on va le mettre en échec, qu'on va du coup, enfin, le mettre en échec, ça a plein de conséquences pourries et ça sert à rien non plus. Donc, de base, votre enfant est censé être tout le temps dans l'apprentissage et en réussite. Évidemment, il y a des séances où ça va avancer un peu moins que d'autres, des semaines où il sera plus fatigué. Mais globalement, il faut que ça avance, et tout le temps. Ça veut dire qu'à chaque séance, à chaque semaine, il y aura des petites améliorations, il y aura des petites choses. Il y aura ok, là, il n'est pas capable de faire ça, mais pour atteindre ça, je vous propose cet exercice. On va faire cet exercice. Est-ce que cet exercice, on peut l'emmener à la maison, mais est-ce que cet exercice est réussi, etc. L'important, D'accord. c'est que vous ayez des objectifs clairs. Si votre ortho n'a pas pensé à les mettre en place ou n'a pas eu le temps de vous en parler, demandez-les. Des objectifs clairs. Un objectif clair, il est quantifiable, atteignable évidemment, et quantifiable. C'est-à-dire, ok, euh, je peux savoir quand l'objectif est atteint. Si mon objectif c'est je veux que mon enfant soit capable de manger au moins un panel de 5 fruits différents et qu'il soit capable de manger au moins des fruits tous les jours, on saura quand c'est atteint. Alors que on part comme ça, allez hop, le nez au vent, et puis ouais super, on va bosser ensemble, ouais. Bah ok, c'est quoi nos objectifs? Quand est-ce qu'on s'arrête? Ça veut dire quoi? Aller mieux. Parce qu'en fait, il y a toujours des trucs qu'on n'aime pas, il y a toujours des trucs qu'on mange pas, tu vois. Bien Et sûr. l'avantage avec les objectifs, c'est qu'on peut s'y reporter. Donc avec des objectifs clairs, et en restant dans la zone proximale de développement pour accumuler les réussites, en fait, vous le verrez, votre enfant, il va évoluer tout de suite, s'améliorer tout de suite, parce que là, tu vois, si tu as le truc des fruits, bon, bah ok, d'accord, on commence par quel fruit? Qu'est-ce qu'on met en place? Voilà quelles vont être les différentes étapes pour aller jusqu'au fruit. Et chaque semaine, on avancera. Donc, il faut que vous sachiez où vous en êtes, ce que vous faites, pourquoi, dans quel but, et à peu près à quel niveau vous situez entre la situation de départ et l'objectif. Et en fait, vous verrez que ça évolue tout de suite. Quand j'ai des parents qui me disent bah oui moi je vois une ortho mais et que je leur pose des questions et ok vous faites quoi, ah non bah ça je sais pas, mais c'est quoi le but, ah bah je sais pas, juste on fait des massages, non mais on fait de la patouille, on met les mains dans des bacs sensoriels et tout, ok cool, mais ça typiquement c'est des trucs qui n'avancent pas. Donc là Ouais. encore en fait j'ai envie de dire faites-vous confiance, c'est comme pour les symptômes, vous le savez quand ça n'avance pas, Il vous faut un voyez plan de bien. vol et voir si ça avance, quoi. Bah oui. Oui, oui. Puis même, les parents voient très vite leur enfant évoluer. Moi, les parents reviennent chaque semaine en disant, enfin, les enfants ou les parents viennent avec la liste de cette semaine, il s'est passé ça, j'ai goûté ça, on a eu l'occasion d'eux, on était chez des amis, il a touché ça. Et quand en plus le parent est vraiment impliqué dans la prise en charge, il sait ce qu'on fait, pourquoi et comment. Il sait à quoi Ouais. ça ressemble, la réussite, il sait à quoi ça ressemble les étapes. Bah, j'ai des parents qui vont me dire, bah, cette semaine, on est allé prendre un apéro chez des amis. Elle s'est approchée je te dis une bêtise, du plat de gougère. On n'en avait jamais fait à la maison. Elle en a pris une, elle l'a sentie discrètement et elle l'a reposée. Et les parents vont m'amener ça comme une réussite. Alors que et c'est une énorme réussite, surtout en public, tu vois, Mm. et surtout chez quelqu'un d'autre. Sauf que si en fait les parents enfin, tu leur expliques rien, ils sont là tout seuls et juste c'est des ordres. Bah vous faites ci, vous faites ça. Ah ça n'a pas marché, c'est que vous l'avez pas bien fait, c'est que vos massages vous les avez pas fait 8 fois par jour. Bah forcément ils Ouais. vont même pas pouvoir repérer tout ça. Non seulement il y en Ouais, aura pas ouais. des réussites, mais en plus s'il y en a, ils auront même pas la chance de pouvoir les repérer. Donc Ouais, je comprends. voilà à quoi ça ressemble une prise en charge qui bouge
et, et qui avance bien. Ok, très bien. Et quand tu dis quand on met les choses en place régulièrement, c'est à chaque repas, c'est à un repas dans la journée, tu vois. On imagine qu'avec les enfants, Mhm. enfin, ils sont aussi gardés la journée. Est-ce qu'il faut que, par exemple, la nounou ou, enfin, si s'y colle, on va dire que c'est la phase 2 ans parce qu'ils ont la crèche aussi. Enfin, quand tu dis régulièrement, c'est quoi? C'est une fois par jour? C'est quand est-ce qu'on met en Alors place bah toutes là ces aussi, ça va stratégies? dépendre de l'enfant. Tu vois, quand je te parle de zone proximale de développement, c'est aussi pour ça qu'il faut un pro et qu'il faut une prise en charge personnalisée. Ça va dépendre de l'enfant, de son âge, de son niveau de fatigue, de son niveau de difficulté, mais aussi de sa vie, de la vie de ses parents. Forcément, un enfant qui est à la maison et un enfant qui est à la crèche, etc., on va pas faire pareil. D'accord. Moi, j'aime bien proposer des temps de travail et des temps de repas. Et de pas travailler sur le temps du repas. Ça peut être juste avant le repas, Mm. évidemment. Mais j'aime bien que le temps de travail, ce soit un temps de travail, on découvre, on est à fond ensemble, voilà, on passe un bon moment et tout ça, mais on, on est sur de la découverte, on fait les exercices de l'ortho, etc., etc. Et cetera. Et le repas, c'est apport calorique, plaisir remis au centre du repas, et Oui, c'est d'accord. là, je mange, tu vois. Euh, Ouais, c'est de différencier le temps de repas du temps ouais, de travail. Ok. moi j'aime bien faire ça. Comme je te dis, ils peuvent être collés, hein. Tu peux commencer par bosser. Ah bah tiens, Ouais, ouais. tu te rappelles, on a notre exercice sur la pomme dauphine. On sort notre petite pomme dauphine et après on mange. Ok, tu vois. Après, t'as des techniques alimentaires, t'as des trucs qui peuvent se faire à tous les repas, d'autres non. Par exemple, dans la technique alimentaire des 21 essais, où tu vas d'abord commencer par goûter un aliment grâce à d'autres techniques, comme le chaînage ou le pirage alimentaire. Et une fois que c'est goûté, tu vas le regoûter 21 fois. Ça, par exemple, c'est pas à chaque repas, puisque l'enfant, il va en avoir ras-le-bol, et puis si c'est des brocolis, Oui, tu vas lui épargner au petit-déj, tu vois. Le but, c'est que le clairement. cerveau n'ait pas le temps d'oublier, mais tu peux carrément l'espacer. Et puis surtout, je pense qu'il faut aussi remettre quelque chose de très important au centre, c'est les parents, c'est la vie, le quotidien des parents. Bien Moi, sûr. ça Mm. m'intéresse pas de faire des plans thérapeutiques en mode, oui, bah alors vous allez faire ci, ça et ça. Puis si ça marche pas, bah globalement, si vous n'avez pas suivi, oui, enfin, à un moment donné, Mm. le parent, on va pas lui demander de cuire une petite fleur de brocoli à chaque repas matin, midi et soir. Enfin, tu vois, enfin, c'est débile. Ouais, Je ouais. pense qu'il faut aussi s'adapter au mode de vie des gens. Donc en fait, combien de fois par jour c'est? Bah, ça va dépendre de vos vies. Moi, je vais vous demander comment ça se passe pour vous, ce que vous faites, ce qui compte pour vous, comment vous mangez. Vous mangez à table? Vous mangez avec les mains? Quelle est votre culture? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et à ce moment-là, on décidera ensemble, en fait. Ok, super. Non, non, je comprends bien. Euh, la question fatidique, Marie. Est-ce que les freins créent des troubles de l'oralité? La Les freins fameuse question. restrictifs, plutôt. Ce que j'aime bien en plus, c'est que tu vois, c'est vraiment est-ce que le frein crée des troubles de réalité. T'imagines le vilain frein qui arrive et qui dit toi, tu vas souffrir. Je crois même que la Alors, question c'était frein. Est-ce que frein est égal à trouble de l'oralité? ah Forcément. ouais. Mais Ouais. voilà, c'est la question que beaucoup de gens se posent et c'est très bien Mais de la oui, c'est poser. une vraie question. Ben oui. Avant tout, je pense il faudrait un petit peu démocratiser le fait que la première réaction ce soit attention, il y a frein, on a tous des freins et Ouais. pas seulement des freins de Condition langue, parce que des anatomique. freins on en Mhm. a besoin, parce que les freins, bah, ça attache des trucs entre eux qui doivent rester attachés, genre la langue dans la bouche. Voilà. Frein court, le frein peut être court. Beaucoup de gens ont des freins courts. Moi, j'ai un frein extrêmement court, en tout cas un frein lingual, donc le frein de la langue. Et frein restrictif, qui est le boss final des freins. C'est-à-dire, il n'est pas juste court, il est fonctionnellement restrictif. C'est-à-dire, il nous empêche de faire certains mouvements convenablement. Il nous empêche de... bah, en fait, ça a un impact sur le fonctionnement de la bouche et du mouvement, etc. Donc, des freins, on en a tous. Donc, heureusement, frein n'égale pas trouble de l'oralité. Frein court non plus n'égale pas trouble de l'oralité, puisqu'on peut avoir un frein court qui est parfaitement fonctionnel, qui n'est pas donc Mhm. restrictif. Le vrai problème, c'est nos freins restrictifs. Et non, les freins restrictifs ne créent pas, n'impliquent pas automatiquement de troubles alimentaires pédiatriques. Le frein restrictif va empêcher de faire des mouvements. Donc, effectivement, ça peut contribuer à des difficultés motrices et ces difficultés motrices peuvent être isolées, j'ai juste une Mhm. difficulté motrice, ou Accompagné. faire, voilà, être accompagné, faire partie d'un trouble alimentaire pédiatrique. On peut avoir un trouble sans frein restrictif, on peut avoir un frein restrictif sans trouble, mais on peut aussi avoir les deux. Il y a eu Ok.
il me semble, à un moment donné où il était question que ah là là, mais si, mais c'est tellement logique, évidemment, forcément, il doit y avoir un lien. Effectivement, on peut imaginer. Enfin, le naturellement, tu vas dire, ah bah oui, mais si t'as un problème moteur et que à chaque fois que t'avales, tu manques de t'étouffer, et puis qu'en plus tu peux pas mastiquer correctement, du coup tu dois écraser tes aliments au palais et puis les avaler dans la douleur en hyper extension parce qu'en fait, bah clairement tout le reste n'est pas dispo. Oui, ça crée finalement des expériences désagréables qui vont contribuer soit à l'apparition, soit au développement des troubles alimentaires pédiatriques. Mais à ce jour, non, il n'y a absolument pas de preuve scientifique que les troubles alimentaires pédiatriques sont créés par les freins et qu'un frein restrictif va automatiquement développer un trouble alimentaire pédiatrique. Ok. Mais quand l'enfant a un trouble alimentaire pédiatrique ou l'adulte, ça vaut le coup d'aller checker. Parce que des fois, on a des bonnes surprises. Enfin, des bonnes surprises, non. Des mauvaises surprises. Genre, enfant de 8-9 ans qui arrive au cabinet. Oh, bah, ouais, non, il a jamais vraiment mangé. Puis en fait, il a jamais aimé les morceaux, etc. Et où en fait, t'ouvres sa bouche, il a un palais super haut, super creux. Alors avec évidemment une langue qui n'a pas pu aller se loger là où est Bah sa oui. place, une respiration totalement buccale, un impact sur la mandibule, la mâchoire, les dents, etc. Et puis surtout une langue qui est, mais alors, fixée au plancher buccal par un frein ultra restrictif et une langue qui ne peut pas bouger. Donc là, on est en mode, ok, on va commencer par intervenir là-dessus, parce que sinon, je pourrais faire tout ce qu'on veut. Hein. Je pourrais désensibiliser, voilà, d'un point de vue sensoriel. Je pourrais faire tous les exercices moteurs que je voudrais. À un moment donné, Ouais, c'est c'est comme jouer au limité. tennis avec un bras dans le plâtre, ça marchera pas. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut. Non, ça va pas Donc ouais. fonctionner. Ok. J'ai une petite question en plus autour de la prise en charge des freins restrictifs buccaux. Ouais. Il est conseillé de faire des exercices, donc des massages au niveau du visage, des massages à l'intérieur de la Mhm. bouche, etc. Euh, et il y a une idée reçue ou non qui circule, tu vas nous dire, qui est que, alors, il faut faire assez de ces exercices, de ces massages, de ces étirements pour pas que le frein vienne se reformer, que la cicatrisation se fasse en position fermée et que du coup, on n'ait pas le gain anatomique qu'on imaginait, et donc moteur. Euh, et on dit aussi que si on fait ces exercices pas correctement, que le bébé aime pas ça, qu'on force, etc., ça va créer des troubles de l'oralité. Je veux ton avis là-dessus. Alors, moi, j'adore tous les trucs qui traitent de trucs qui créent des troubles de l'oralité. Parce qu'en fait, souvent, il y a des signes, mais c'est aussi assez idiopathique et on peut pas toujours deviner d'où ça vient. Et je crois sincèrement, pour ma part, que c'est assez rare qu'un événement ou un élément de la vie de quelqu'un crée ce trouble. Je pense que c'est une accumulation et tout ça. Mais soit. Effectivement, juste couper un frein et derrière ne rien faire, bah forcément, en fait, la cicatrice, en cicatrisant, comme n'importe quel tissu cicatrisé, ça va finalement se resserrer et se remettre comme c'était. C'est un peu le but et Dieu merci, on est fait comme ça parce que si on se coupe, si on abîme un truc, et ben en fait, ça va se Ça régénérer va et c'est trop cicatriser. cool. Exactement. C'est le principe de la cicatrisation. Je n'ai jamais entendu dire, tu vois, c'est un truc que je savais pas que c'était une croyance, c'est toi qui me l'apprends. J'ai jamais entendu dire que si on faisait trop les exercices et qu'on y allait trop fort, ça créait de troubles. Je comprends la crainte derrière. En vérité, ça ne devrait pas pouvoir arriver. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on a des exercices post et préopératoires. De un, on va pas aller intervenir sur un enfant qui aurait un trouble sensoriel énorme dont on peut même pas approcher. C'est-à-dire que si tu peux pas lui toucher le Hmm. visage, que quand tu mets tes doigts dans sa bouche, il vomit, de base, je suis désolée, mais l'urgence, c'est peut-être pas de couper. D'abord, on va désensibiliser cet enfant avec des massages, avec des vibrations, avec tout ça. Lorsqu'il est prêt, on va faire les exercices pré-opératoires. Le but, en fait, ça n'a pas d'incidence technique, médicale, mais en fait, le but, c'est de préparer l'enfant de deux manières. À la fois de le préparer d'un point de vue feedback sensoriel, qu'il soit capable de sentir ce qu'on fait, de les faire lorsqu'il n'a pas mal, lorsqu'il n'a pas de cicatrice, tant qu'il va bien et qu'il a toute sa proprioception, parce que sinon, bon courage pour lui faire l'exercice une fois que il a été entre Bah guillemets un ouais. peu traumatisé, qu'on est venu l'embêter à ce niveau-là, qu'il a une cicatrice et tout.
Enfin, voilà, on le prépare, on les lui enseigne, mais surtout, on l'habitue à les faire. Donc d'abord, il est désensibilisé, il est OK pour qu'on touche au niveau de la bouche, ça ne le dérange pas, etc. Puis, on l'entraîne à faire ces exercices-là. Et dès qu'il est prêt, qu'il les connaît bien, qu'il est capable de les faire, limite les yeux fermés, alors attention, ça prend pas 6 mois, hein, ça peut prendre 2, 3 semaines, c'est tout. On opère, et là, super, heureusement, il connaît déjà les exercices, il est plus dérangé par le fait qu'on le touche, etc. Donc, on n'a plus qu'à faire nos petits exercices tranquillou bilou pour effectivement que la cicatrisation se passe bien et que ça ne nécrose pas et que ça ne se resserre pas. Mais l'enfant est totalement prêt, il est totalement OK, on fait ça de manière un peu ludique et let's go. Après ça, on est parti. Quand il ira mieux que tout est cicatrisé, eh ben, on enchaînera sur nos exercices moteurs et alimentaires en fait. Mm. Donc Ouais. normalement, ça ne devrait pas avoir lieu. T'es pas censé pouvoir te retrouver à traumatiser un enfant ou à lui créer des troubles suite à une phrénectomie en fait. Sinon, c'est Mm. que ça a été super mal géré. Ouais, en fait, tout ça doit se passer tranquillou bilou, comme t'as dit. Ouais, puis dans l'ordre en fait. C'est un ordre logique. Forcément, si tu coupes parce que tu as vu que c'était restrictif et qu'il n'avait pas spécialement de troubles jusque-là, mais que c'est restrictif donc on coupe, et puis que, allez hop là, bonjour, on coupe, et puis ensuite ça va être massage sur une cicatrice qui peut être un peu douloureuse tous les jours, oui, tu as de grandes chances que ça fasse partie de ce qu'on appelle finalement les traumatismes, dans les facteurs de risque, en fait, les causes traumatiques Mm. qui sont douleur, et puis en fait intervention au niveau de la sphère orale, Ouais. intrusion si tu veux. Oui, c'est Mhm. clairement le meilleur moyen pour venir créer des Aggraver un truc. difficultés, c'est sûr. Mm. Ouais, ouais, totalement. Ok, ouais, donc quoi qu'il arrive, mais ça c'est ce qu'il dit systématiquement, c'est que ces exercices ils doivent se faire dans des bonnes conditions, quoi, sans forcing, avec un bébé qui est Bah partie ouais, prenante de l'histoire. Et en post-fréno, on sait que ça peut être un peu plus compliqué parce qu'éventuellement ils peuvent être un petit peu douloureux au niveau de la cicatrice. bah oui. Mais voilà, ça doit rester dans des conditions correctes si vous êtes en train de... C'est pour ça qu'on les entraîne avant en fait. Comme ça, ben, ils sont prêts, Ouais, ils ont l'habitude et puis tout se passe bien. bien, bien, bien. Est-ce que tu vois une différence entre le métier d'orthophoniste quand vous êtes spécialisé en pédiatrie et le métier d'ergothérapeute? Alors, écoute, c'est une question qu'on me pose souvent. Je ne connais pas suffisamment le métier d'ergothérapeute. Bien sûr, j'ai plein de copines, je sais pourquoi je renvoie des patients chez ergothérapeute, etc. Mais au quotidien, dans leur séance, j'ai jamais eu la chance de faire un stage avec l'une d'entre elles ou un truc comme ça. Donc, je connais pas suffisamment bien pour te dire clairement les différences. Je risquerais de dire des bêtises. Par contre, je sais qu'on n'a pas exactement le même regard. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que quoi qu'il arrive, en rééducation, vous pouvez avoir l'impression que, ok, bah, vous arrivez, puis l'ortho, elle vous dit, bah, on va faire ci, on va faire ça. Ah, ok, bah, la semaine prochaine, on fera ça. Puis quand vous venez la semaine d'après, vous dit, on fera ça. Ça a l'air très fluide. En fait, nous, et tous les professionnels de la rééducation, c'est pareil. On reçoit l'enfant, il y a 1000 trucs qui se passent dans notre tête, on va lui proposer un truc et en fait, on a l'impression que nous on joue avec lui, mais on va regarder, on va dire ok mais attends là comment il réagit, ah ok là il a reculé, d'accord là c'est comme ça. Mais je me demande si oh bah tiens regarde tu voudrais pas qu'on fasse ce jeu là comme ça. En fait on observe autre chose, on tire des conclusions, on se dit je me demande si attends je tente ça parce que s'il réagit comme ça veut dire que ça, ok donc ça veut dire que la semaine prochaine je vais tester ça. Voilà, en D'accord. fait il se passe 1000 trucs dans notre tête tout le temps, on est tout le temps en analyse, en prise de décision, en arborescence, etc. Et du coup, quand je fais ça, j'ai mon regard d'orthophoniste. Je le fais pas comme j'aurais pas du tout les mêmes réflexes, les mêmes choses que l'ergo, que la psychomote, que la kiné, parce qu'on va même pas regarder les mêmes trucs, tu vois. Moi, je vais avoir tout mon bagage d'orthophoniste, mes études d'orthophoniste, mon expérience d'orthophoniste, et même si au final les séances, il arrive qu'on fasse des trucs hyper similaires avec les ergos, tu vois, avec Marie, enfin clairement, on propose des choses pareilles, on pense pareil, mais en pratique, je suis sûre que tu nous mets le même enfant, la même séance sous le nez, et tu nous dis prends des notes et dis-moi ce que t'en penses, tu vas avoir deux retours totalement différents. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est que on peut avoir l'impression de faire la même chose, mais ça ne se concurrence pas, ça ne se contredit pas, et surtout, c'est parfois même complémentaire. C'est pas Oui, délirant d'avoir une ortho plus une ergo. On va pas vous apporter la même chose, c'est d'accord. sûr. Ok. Mais si qu'on choisisse ortho ou ergo, encore une fois, fonction aussi des disponibilités, des coûts, etc.
normalement, à deux chemins différents, l'objectif est censé être le même. Ah ouais, totalement, totalement. D'autant que pour le coup, les troubles alimentaires pédiatriques fait partie de notre champ de compétences en tant qu'orthophoniste, de notre nomenclature, et ça fait aussi partie du décret de compétences des ergots. Donc voilà, c'est le, l'objectif sera le même, certains exercices seront les mêmes, totalement. Ok, donc ce qu'il faut, c'est pas trop se prendre la tête sur le nom du métier, mais plutôt essayer de Ouais. trouver des gens qui sont compétents dans le domaine en question. Ouais, totalement. Tout ce qu'on a pu dire avant, tu vois, le fait que quand tu sens qu'il y a un problème, qu'en fait il y a des trucs qui sont pas faits, que ça c'est bizarre, que voilà, tu peux. Il vaut mieux être avec un professionnel en qui tu as confiance et dont les techniques te parlent, avec qui tu es sur la même longueur d'onde, tu vois, où tu dis ouais, bah Ouais. carrément, cette manière de travailler me convient. Plutôt effectivement que de choisir un nom de métier qui au final, comme tu dis, l'objectif est le même. Bah, Marie, je crois que je t'ai posé toutes les questions que j'avais envie de te poser. Mhm. Et ben, Est-ce nickel. que tu penses qu'il faut ajouter quelque chose? Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit? Franchement, non, rien de spécial. Juste pour les parents, les mamans notamment, faites-vous confiance. Laissez pas les gens vous culpabiliser parce que sur le chemin des mamans et de la parentalité, il n'y a que ça. Si vous sentez qu'il y a un problème, faites-vous confiance. Si quelqu'un, y compris un pro de santé ou un médecin, vous dit que mais non, mais que oh, vous en faites des tonnes et puis que là, c'est du caprice, franchement, faites-vous confiance. C'est difficile et c'est normal. Donc, vous avez le droit d'en avoir marre. Vous avez le droit d'être fatigué. Et vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toute seule. Et ça finit toujours par s'améliorer. Mais voilà, bravo pour tout ce que vous faites. Faites-vous confiance et continuez ce que vous faites parce que c'est sûrement déjà très très bien. Et votre Ouais, enfant a, quoi qu'il arrive, énormément de chances de vous avoir. ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux mamans, et je pense au particulier aux mamans allaitantes, qui se retrouvent avec un enfant, bah, tu vois, qui développe des difficultés, voire un trouble alimentaire pédiatrique. Et très souvent, en fait, bah, quand l'allaitement fonctionne bien, c'est un peu le truc qui fonctionne bien. Et c'est des bébés voilà, qui sont estampillés d'être accros au sein. Enfin, c'est à cause de l'allaitement qui veulent pas être diversifiés et qui mangent pas correctement. Vous avez un problème relationnel avec lui. Vous êtes trop fusionnel. Enfin, c'est toujours la faute de Les l'allaitement fameux, quand elles allaitent. bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces mamans? Tu remarqueras Genre, que qu'est-ce qu'on quand peut elles leur allaitent dire? pas, c'est aussi la faute de pas l'allaitement. Ce qui est assez extraordinaire au final. Parce que du Ah, coup, c'est les vrai? mamans. Ouais, en général, de toute façon, globalement, c'est toujours votre faute, hein, je vous le dis. Ah oui, c'est vrai que c'est souvent de la faute des mères, quoi qu'il arrive. Mais Oui, puis quoi qu'il arrive, c'est jamais des mauvais conseils ou quelqu'un qui vous a pas donné l'info. Non, non, vous avez pris des mauvaises décisions, de base. Ouais, alors en fait, l'allaitement, c'est aussi une croyance très très répandue. C'est que c'est trop facile en tant que pro, tant que t'as pas l'info, tu sais pas de quoi il s'agit, c'est bizarre, cet enfant-là, il a rien de physique et en même temps ça marche pas. Oh, puis elle, elle a l'air de lui donner ça, bah hop là, c'est facile, tu vois. C'est mm. facile, c'est quand même bien ancré dans nos croyances occidentales, françaises, freudiennes, tout ce que tu veux. Or, c'est complètement con. De un, c'est faux. Voilà. Et Je de deux, pourrais c'est m'arrêter con. là, mais je vais vous expliquer. Mais de un, bah, comme je vous disais tout à l'heure, l'allaitement est un facteur de protection. Donc, pour commencer, c'est ridicule. Justement, si vous avez l'envie et la chance de pouvoir allaiter, a priori, ça va diminuer l'incidence des facteurs de risque liés aux troubles alimentaires pédiatriques. Donc, ce que vous faites est très bien. Et ensuite, on a ce fameux problème de mais c'est parce que tu l'allaites que du coup, il n'a pas assez faim et que si tu arrêtais de l'allaiter, eh ben, il se mettrait Et ben, un il petit peu mangerait. à manger. Voilà. Ce qui est, là encore, complètement con. Ne faites pas ça parce que c'est un petit peu le coup de resservez-lui son assiette jusqu'à ce qu'il la mange. En fait, ce que Ouais. vous faites est très bien. Vous lui apportez des calories. Vous lui apportez donc de l'énergie. Si c'est ça qui fonctionne pour l'instant, mais tant mieux. Reposez-vous sur l'allaitement. C'est génial. Ce que vous faites est très bien. Votre enfant a besoin de nutriments, de calories et de votre lait. Si demain vous suivez ce conseil extrêmement malin qui est oui bah arrêtez de l'allaiter, vous verrez bien. Bah oui, vous verrez bien. L'enfant ne va pas manger, il va crever la dalle, on va dire ce qui est, il va s'affaiblir, il va perdre du poids et donc je sais pas qui a l'idée de croire que un enfant complètement affaibli, qui a faim, qui ne dort plus, qui maigrit, va être dans de bonnes dispositions pour Mm. avoir accès à une rééducation et à des découvertes aussi fatigantes
et prenante que de se rééduquer au niveau du trouble alimentaire pédiatrique. Si votre enfant a un problème d'alimentation, mais si vous arrivez à le nourrir au sein, bah c'est génial. Qu'il prenne toutes les calories qu'il puisse prendre, que ce soit ses temps de repas, très bien. Et à côté de ça, réservez-vous des moments pour travailler avec l'alimentation hors temps de repas, avec les bonnes techniques, et il aura confiance en vous, il aura ce moment-là avec vous qui compte, et il aura l'énergie possible et l'énergie disponible pour pouvoir travailler en fait. Mais Ok. en fait, globalement, quoi qu'il arrive, euh, ça me fait halluciner d'avoir besoin de le dire, mais affamer votre enfant ne sera jamais une bonne solution. Non, 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 c'est sûr. Ouais, donc en fait, voilà, si on allait et que c'est le seul moyen d'alimentation du bébé, on se dit que bah, c'est déjà cool qu'il en ait un. On sait Bah qu'il ouais. y a une difficulté derrière et qu'il faut la régler parce que l'allaitement, au bout d'un moment, n'est plus Mm. suffisant en termes d'apport. Mais voilà, c'est mieux que rien du tout. Donc l'idée, c'est Exactement. pas d'arrêter, c'est de bah, continuer. Si vous avez envie, évidemment, encore une fois, vous vous respectez vous-même. Le plus Bien important, sûr. c'est que vous respectiez ce que vous pouvez faire. Mais on met en place des choses autour et par contre, on se dit pas, bah, c'est pas grave, il est allaité, donc il a besoin que de ça. Non, à partir de 6 mois, Exactement. les enfants, ils ont besoin d'autre chose que de lait, donc même maternel, même le meilleur lait du monde. Donc, on prend quand même en charge les choses pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation désastreuse où Exactement. à 2 ans et demi, là, l'entrée à l'école approche et on a un enfant qui mange rien du tout et qui en plus va Mm. manger encore moins parce qu'il est dans sa phase de néophobie, quoi. Exactement. Mais en tout cas, Ok. n'arrêtez pas l'allaitement, qu'il soit total Ouais, ou en complément, à cause de ça. alors que ça vous fait flipper, contre Mm. votre volonté et votre instinct, et parce qu'on vous y force. Parce que de vous dire, en fait, c'est surtout la phrase, oui, mais si vous arrêtez de l'allaiter, il aura suffisamment faim, il se mettra à manger. Sincèrement, ne le faites pas, ça ne marchera pas, il ne mangera pas. Non. Et par contre, euh, ça arrive très régulièrement, l'enfant finit à l'hôpital, dénutri, déshydraté, sous alimentation artificielle. Et là, Ah oui. vous êtes bon pour. Bah alors là, l'alimentation artificielle, ah bah alors là, Ouais. niveau déclenchement de troubles alimentaires pédiatriques et traumatisme au niveau de la sphère orale, on n'a pas mieux. Donc là, vous repartez 10 pas en arrière, quoi. Donc voilà. En tout cas, lorsque c'est contre votre volonté, que vous le sentez pas, que ça va à l'encontre de votre instinct et que c'est sous la pression de quelqu'un qui vous dit que c'est parce que vous l'allaitez qu'il ne se diversifie pas, à ce moment-là, gros warning. Et en plus, j'ai envie de vous dire, si vous avez la possibilité, non seulement ne le faites pas, mais ensuite par la suite, peut-être réfléchissez à consulter peut-être un autre professionnel, parce que Ouais. c'est vraiment pas du tout du coup quelqu'un qui semble être informé à ce niveau-là. Ce qui est possible, Ouais. mais ce qui peut être un peu dangereux. Bon, bah écoute, parfait. Je pense que c'est très clair. Merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir éclairé sur les troubles alimentaires pédiatriques. Je pense que c'était très important et que même si on parle beaucoup allaitement, enfin que allaitement quasiment dans Milkshaker, c'est quand même vite arrivé la diversification et puis comme tu dis, il peut déjà y avoir des signes avant, donc ça me semblait important d'en parler. Merci beaucoup pour le Bah, temps avec que tu nous plaisir. as accordé et puis toutes tes Merci à connaissances. toi. J'espère, je suis sûre que ça va aider plein de parents à déjà mettre des choses en place et puis s'orienter quand c'est nécessaire. Bah, avec grand plaisir. Et bah parfait, merci beaucoup Marie et à tous et à toutes, pardon, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milkshaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig4u.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là,
à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, checkez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.